Bonjour à tous, bonjour Paul Gara. Salut Rémi. On se retrouve pour une nouvelle émission Ne plus y jouer avec une mécanique aujourd'hui qui s'appelle le Roll and Move. Ouais. Euh, Bon, on a un peu triché parce qu'en fait on a dit roll and move et aussi jeu de parcours. Ouais, voilà, bon, C'est un peu large, on va faire un peu large en vrai. Et puis surtout, on va vous parler d'un jeu qui a une mécanique principale qui est le Roll and Move, mais Oui. qui a aussi plein d'autres petites mécaniques imbriquées. Mm. Et ce jeu, c'est le Monopoly. Voilà. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Hyper connu le Monopoly. Exactement. Hyper connu, mais est-ce qu'on connaît bien l'histoire du Monopoly? Je suis sûr que plein de gens un peu initiés la connaissent, mais Oui. effectivement, il a une histoire très intéressante Ouais. que je te laisse nous raconter. Ouais, une histoire Allez. incroyable. Parce qu'en fait, le Monopoly, à l'origine, c'est une création d'une autrice qui s'appelle Elisabeth Maguy. La Donc, fameuse Lizzie Maguy. La fameuse Lizzie Maguy. Elisabeth Maguy, c'était une femme qui était très intéressée par les théories politiques et économiques d'un économiste qui s'appelle Henry George, qui réfléchissait notamment sur tout ce qui était les mauvaises conséquences pour tenter qu'il y en ait des bonnes, du capitalisme, et notamment sur le fait de la pauvreté en fait et de l'appauvrissement de la population. D'accord. Et donc il avait toute une théorie sur la mise en place d'un impôt unique qui s'appellerait la single tax. Et en fait donc Elisabeth Maguy, elle est donc militante, intéressée par cette théorie, et c'est ce qui va lui donner l'idée en fait de créer le Monopoly qui s'appelle en vrai The Landlord's Game, qui est un jeu qui a pour but de démontrer en fait Le fonctionnement de cette single tax, c'est ça? Ouais, et parce que la single tax était intégrée dans le jeu, mais surtout de montrer qu'en fait la propriété foncière conduit naturellement à l'enrichissement d'une seule personne et à l'appauvrissement D'accord. de tous. Et il y avait aussi un mode coopératif qui était possible. On est en quelle année là? On est début du 20e. D'accord. Parce qu'en fait, alors elle a une vie incroyable, Lizzie Maguy. Elle a fait du théâtre, elle a été sténographe, elle a même inventé un dispositif qui permettait d'améliorer les conditions de travail des sténographes. Elle est poétesse, elle a édité un recueil de poèmes, elle était militante féministe, elle a notamment passé une annonce dans un journal pour mettre aux enchères son mariage. Pour démontrer en quoi le mariage était en fait une forme d'esclavage pour les femmes. Et une obligation à l'époque, une j'imagine, obligation, en plus, voilà. si elle voulait... ouais. Voilà. Et donc, en fait, en 1903, elle fait breveter ce fameux Landlord's Game. Et donc, c'est un jeu de parcours. On a un pion, on va se déplacer avec un dé. Et puis, il y a de la monnaie. Ce qu'on connaît, en fait, en prêt dans le Monopoly. Et voilà. Et donc, il y avait un système où on devait parcourir 5 fois le plateau. Et puis, c'était celui qui était le plus riche qui l'emportait, quoi. Donc ça c'est vraiment les prémices. En fait ce jeu il n'a pas vraiment un réel succès populaire parce qu'il n'est pas conçu comme un jeu commercial comme nous on les connaît aujourd'hui. Oui, et puis elle a essayé de le proposer à des éditeurs mais qui ne l'ont jamais pris ou qui l'ont pris mais beaucoup plus tard en fait. En fait ça arrivait beaucoup plus tard mais c'est surtout que c'est un jeu qui est plutôt un jeu de démonstration en fait. Donc il est connu dans les cercles socialistes, il est connu dans les cercles intellectuels. Mais il se joue quand même et c'est un jeu qui se transmet plutôt de façon il est quand même jouable en fait et puis il y a des déclinaisons mais l'idée n'est pas d'en faire un produit commercial, c'est plutôt un outil de démonstration. Et en fait ce qui va se passer c'est que une personne qui s'appelle Charles Darrow va jouer au jeu et va lui avoir l'idée de le commercialiser, mais beaucoup plus au sens de ce qu'on appellerait de la commercialisation. Et c'est en fait lui il va s'approprier son jeu puisque il va en faire des transformations. Et il va gommer en fait beaucoup l'aspect politique du jeu. Et alors là, je résume hyper vite, parce qu'en fait, franchement, on pourrait faire une série Netflix sur le sujet. Et ce qui va se passer, c'est que le jeu va avoir beaucoup plus de succès sous cette forme commerciale, et il va aller proposer son jeu à Parker Brothers, je crois que c'est ça, oui. Voilà, Parker Brothers. Et à MB, non Non, c'est Parker. Non, c'est Parker et Brothers. oui, il le propose à Parker Brothers, c'est Hamilton Bradley. Donc D'accord. MB, c'est Milton Bradley. Mais c'est en fait Parker Brothers qui va récupérer le jeu. Le jeu, ils vont donc le prendre, ils vont en faire un jeu beaucoup plus commercial, ce qui va leur apporter du succès, sauf qu'ils vont se rendre compte à un moment que le jeu, en réalité, a déjà été breveté. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a plein de gens jouent déjà à ce jeu-là. D'accord. Et en faisant des recherches d'antériorité, parce qu'il faut toujours ça faire quand on est éditeur, ils vont se rendre compte que en fait, le jeu a été déposé par Elisabeth Maguy, puisqu'il a été déposé, comme je te disais, en 1903. Et donc là, ils vont aller négocier avec elle, et
ils vont un peu l'escroquer, moi je l'appelle ça, parce qu'ils vont lui faire croire qu'ils vont sortir le jeu comme elle le veut, mais en fait ils ne le feront pas, ils vont enlever toute la dimension politique. Donc elle pense qu'elle accepte ça parce qu'elle a vraiment une forme d'idéalisme. Ils lui promettent aussi de publier d'autres de ses jeux, mais qu'en fait ils ne vont pas du tout pousser, ils vont les éditer, mais ils ne vont rien en faire commercialement, ils vont pas du tout leur donner de rayonnement. Et même, je crois que les stocks ont été rachetés puis détruits, donc je sais pas si... alors qu'aujourd'hui, ce serait sûrement des objets de collection. C'est clair. Voilà, et donc c'est vraiment une histoire qui est horrible parce que c'est un jeu qui a une portée politique qui a été complètement gommée et même qui a aujourd'hui une sorte d'incarnation de tout le contraire. Oui. Et en plus, c'est encore une histoire d'invisibilisation d'une femme puisque je pense que c'est très récemment qu'on parle de Elisabeth Maggie et qu'on lui attribue l'autorat originel du Monopoly et qu'elle est remise en lumière. Et c'est aussi pour ça que le fameux prix Lizzie Maggie, dont on n'a pas parlé dans cette émission, mais voilà, dont je vais parler dans le podcast et dont je suis jurée depuis cette année, a choisi le nom de Lizzie Maggie par rapport aux objectifs du prix. Voilà. Donc c'est un peu un cas d'école. Moi, je trouve que ça ferait un excellent... ça fait vraiment un excellent... C'est une super série. Oui, une super série, ou en tout cas un épisode sur sa vie, parce que ça coche un peu toutes les cases de plagiat, c'est ça. Transformation du propos, invisibilisation de la femme, escroquerie. Je veux dire, c'est les feux de l'amour, donc elle se rhabiller. Je sais pas si ça existe encore, les feux de l'amour. Oh, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, voilà. Bien. Et donc, du coup, pour remplacer ce Monopoly, on a fait une sélection chacun. Oui. Alors, moi, j'avoue que j'ai un peu triché. Parce qu'en fait, j'ai pris des trucs qui sont un peu du roll and move, un peu du jeu de parcours, alors, un peu large. Je te cache pas que j'ai fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a du roll and move, il y a du quelque chose d'autre and move. Parce que beaucoup de jeux, et c'est normal aussi avec la profusion de propositions actuelles, c'est que finalement, les auteurs vont chercher d'autres moyens de proposer ce déplacement. Voilà, et donc on a plein de jeux. Est-ce que tu veux commencer ? Alors déjà, on peut parler d'un jeu qui est très important dans l'histoire ludique, c'est Le Lièvre et la Tortue de David Parlett, qui est... Pourquoi alors c'est un jeu qui est important ? Parce que c'est quand même le premier Spiel des Jahres qui a été remis en 1979, qui est un jeu de course de parcours, sauf que là pour le coup il n'y a pas du tout de hasard, En fait on peut avoir une composante hasard, mais elle est très limitée dans le jeu, puisque là en fait on va dépenser des carottes pour avancer. Donc le but étant d'arriver à la fin de la course, mais il ne faudra pas avancer trop vite non plus. Mais il y a quand même un parcours à faire, et on va dépenser en fait les carottes pour avancer, et on n'a pas cette carotte de toute façon pour faire toute la course. Donc il y a des moments, il va falloir en récupérer en route. D'accord. Il va falloir parfois reculer. Donc il y a c'est beaucoup plus stratégique que le jeu où on ferait une course en courant, essayant de courir le plus vite. Voilà. Donc c'est quand même important de le mentionner parce que on a cette composante parcours, course, etc. Alors dans le Monopoly, il n'y a pas vraiment de course, mais il y a quand même l'idée du parcours sur lequel on avance, Et selon ce qu'on fait dans l'avancée, ça va conditionner, il va y avoir un conditionnement. Alors si on joue effectivement au Monopoly avec les règles classiques, il n'y a pas de course parce qu'en fait c'est... Non, c'est un tour circulaire, Exactement. Tout à fait. Mais il y a l'idée du parcours en fait qui est quand même importante. Ok. Et tu veux continuer ? On peut parler après tu veux que j'enchaîne ou pas ? Comme tu veux. Non, c'est allez, donc moi je vais parler de Jamaïca. Oui. Le jeu Jamaïca, dont on reparlera d'ailleurs dans la prochaine émission sur les prix. Ah, tu fais du teasing. Ouais, il faut un petit peu. Ouais. Un jeu de Bruno Catala, Sébastien Pochon, exactement, illustré par Mathieu Lessen et édité chez Space Cowboy. Alors la version d'origine, ça devait être Game Factory. Et c'était Game Factory au départ. Parce qu'il y a eu une réédition récente. Oui, tout à fait. Parce que c'est un vieux jeu, comme tu l'as laissé entendre. Un jeu assez vieux, effectivement. De plus de 15 ans. Et donc, dans Jamaïca, le but est de faire le plus rapidement le tour de l'île. Oui. Et donc, pour ça, en fait, il y a un des joueurs qui va lancer 2 dés, qui va choisir quel dé correspond à quel
typologies d'actions, puisqu'il y a des actions de jour et des actions de nuit qui sont visibles sur les cartes de chacun des joueurs. Et ensuite, secrètement, chaque joueur choisit une carte correspondant, qui vont déclencher en fait leurs actions de jour et de nuit. Ces actions vont permettre de se déplacer, de récupérer des objets qui se trouvent sur le parcours, objets qui vont pouvoir être utilisés en cas de baston, puisque si on arrive sur la même case qu'un autre joueur, une bataille se déclenche. Ok. Voilà, c'est plutôt rigolo. La règle de la première édition était rigolote parce que éditée comme une carte au trésor, mais imbouffable parce que éditée comme une carte au trésor. C'était une fausse bonne idée. C'était, je pense, une fausse bonne idée. La nouvelle édition, je n'ai pas vu les règles, mais elles sont dans un format classique, livret, etc. Okay. Donc je pense que c'est un peu plus facile à lire et un peu plus accessible. Voilà. Eh ben moi, je vais te parler d'un jeu dont on avait parlé dans l'émission sur les prix 2008. Donc toi, tu fais du teasing, mais après coup, quoi. Ouais, exactement. On va parler de Marrakech. Ouais. Parce que Marrakech, souvent, on le présente. Enfin, moi, je l'ai souvent entendu présenter comme le Monopoly en bien. Alors là, il n'y a pas de parcours. Non. Tu vois que j'ai encore triché par rapport à notre cahier des charges. C'est surtout qu'en fait, donc on l'avait expliqué, hein, c'est un jeu dans lequel on va devoir faire un motif avec des petits tapis à sa couleur, et le but étant d'avoir des zones de tapis les plus grandes possibles. Et on va déplacer un petit personnage qui s'appelle Assam en lançant un dé, donc il va quand même se déplacer sur les tapis, mais ce n'est pas un parcours, hein, c'est une sorte d'échiquier en fait. Oui, Mais ce qui va vous rappeler un peu le Monopoly, c'est que quand le personnage s'arrête sur les tapis des autres, il faut payer. Et un peu comme quand tu vas à ton hôtel qui est rue de la Paix, là, ça coûte cher. Ça pique. Et voilà, donc en fait, il y a ce côté-là qu'on retrouve, qui est forcément inspiré du Monopoly dans l'idée. Hein, l'idée de, voilà. Et Marrakech, c'est bon, on en a déjà parlé il y a pas mal. C'est un grand classique des jeux qui a été primé, etc., reconnu. Un jeu de Dominique Erhardt et qui est édité chez Gigamic. Ouais. Merci. Moi, je passe à Dig Your Way Out. Est-ce que tu connais Dig Your Way Out ? De nom, je n'y ai jamais joué. Alors, c'est dommage. Ça pourrait te plaire. C'est un jeu de David Simid, illustré par The Miko. Je suis désolé, je suis incapable de prononcer son vrai nom, mais c'est comme ça qu'il est connu dans le milieu du jeu. Et il est édité chez Borderline Edition. Okay. Dans Dig Your Way Out, c'est pareil, ce n'est pas vraiment un jeu de parcours, mais les déplacements vont se faire à l'aide d'un dé. Et en fonction de la valeur du dé, on pourra se déplacer dans telle ou telle pièce de la prison, puisque nous sommes des prisonniers, et notre objectif est de s'enfuir de cette prison. Pour s'enfuir, en fait, on va accumuler des objets qui nous permettent de creuser un trou. Chaque objet a une valeur et en fonction du nombre de joueurs, on doit atteindre une certaine valeur pour pouvoir nous échapper. Ce n'est pas coop, il y a un mode coop, je crois, ou c'est un mode en équipe, je sais plus. Bref. Mais non, sinon c'est majoritairement compétitif. C'est même tellement compétitif qu'on peut aller casser la gueule des autres joueurs pour racketter leur matériel. Bonjour, sympa dis donc. On est dans une thématique prison et ils ont poussé les curseurs pour vraiment se rapprocher de la vision cinématographique de la prison. Je ne sais pas si c'est une vision réelle de la prison, je ne connais pas la prison, mais en l'occurrence, c'est très cinématographique. On peut intégrer un gang, on peut donc aller racketter les autres. La monnaie du jeu, c'est des cigarettes. Donc on peut acheter des objets avec des cigarettes ou vendre des objets pour récupérer des cigarettes. Et donc, chaque zone du plateau correspond à une valeur de dés. Et donc, certaines zones sont accessibles avec plusieurs valeurs de dés, etc. etc. Voilà, je trouve que thématiquement, encore une fois, par rapport aux repères cinématographiques et séries que l'on a, ça colle à fond. Et c'est plutôt rigolo. C'est un bon petit jeu pour jouer jusqu'à 6. Ok. Alors moi, je vais te parler d'un vieux jeu aussi, qui a eu plein de rééditions. C'est Cartagena. Et je crois que la dernière réédition est très moche. Moi, je crois que j'ai une vieille boîte que je trouve beaucoup plus jolie que la dernière réédition. C'est un jeu de Léo Colovini. Ouais. Alors, je vais vérifier l'année, parce que là, tu vois, je te dis ça, mais j'ai un énorme doute sur l'année. Et je n'aime pas avoir de doute. C'est un jeu des années 2000, tu vois, première édition 2000. Ouais. Et qui le sortait en 2000 Est-ce qu'on va retrouver ? C'est un jeu Ravensburger, je pense.
Bon, bref, peu importe. On va aller dans le souci des détails. Donc dans Cartagena, on est on est un groupe de pirates et on tente de s'échapper d'une forteresse pour retourner sur notre bateau. Donc on a bien un parcours à faire pour arriver pour se sauver pour se sauver sur notre bateau. Et il faut faire monter tous les pirates de notre groupe dans le bateau. En fait, on va jouer avec des cartes. Sur les cases du parcours, on a des symboles qui sont indiqués, qui correspondent. Les cartes vont correspondre à ces symboles. Et on va pouvoir en fait avancer en jouant nos cartes, en avançant de symbole en symbole. D'accord. Mais forcément, il faut avoir les bons symboles pour avancer. Donc parfois, on va avoir intérêt à reculer parce que quand tu recules, tu repioches des cartes. D'accord. Donc c'est vraiment... tu vois, il y a vraiment cette idée de parcours. Et évidemment, on lance pas de dés, on est avec des cartes. C'est vraiment super fun. Tu peux... T'as plein de petites décisions. Enfin, ça a l'air, quand tu le présentes comme ça, les gens vont se dire, mais ça va être nul, en fait, on va poser nos cartes, on va avancer. Alors qu'en réalité, le jeu est beaucoup plus stratégique qu'il en a l'air. Il y a plein de petites décisions parce que t'as pas forcément intérêt à jouer tes cartes de ce qui paraît le plus évident. Il y a des moments, il faut garder des cartes pour après, il faut essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer. Donc, mais ça reste un jeu, entre guillemets, familial parce que tout le monde n'a pas besoin d'y mettre la même intensité dans la partie. Donc, c'est tu vois, un jeu épuré, des règles sont ultra simples, avec beaucoup plus de profondeur qu'il n'y paraît. Moi, vraiment, un jeu que je conseille les yeux fermés. Cool. Bien, il faut que je l'essaye, je n'y ai jamais joué. Moi, je vais te parler de Pique-Plume, un jeu plutôt pour enfants. Oui. Je ne connaissais pas. Alors, sur Board Game Arena, je ne sais pas si c'est le titre américain ou sur le BGG, titre en général. Sur BGG, pardon. Ouais. Le titre, c'est Chicken Cha-Cha-Cha. Je trouve ça génial. Et donc, dans Pique-Plume, en fait, pour pouvoir avancer, c'est la mémoire qui va entrer en ligne de compte. Puisqu'en fait, en fonction du dessin qui se trouve sur la tuile sur laquelle nous souhaitons aller, donc qui est forcément la tuile qui est devant nous, on va retourner une des tuiles qui se trouve au centre du cercle que l'on a créé. Si on retrouve celle qui nous intéresse, on peut avancer. Si on ne la retrouve pas, on reste sur place. Et on passe notre tour. Parce qu'en fait, quand on trouve, on enchaîne. Exactement. Parce que si effectivement je trouve, je peux regarder la tuile de devant et essayer de trouver de nouveau la suivante et donc d'avancer comme ça, de tuile en tuile. Si je rattrape un de mes adversaires, je lui pique toutes ses plumes. L'objectif étant de piquer les plumes de tout le monde. Exactement. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que si le joueur devant moi a déjà piqué des plumes, je lui récupère toutes les plumes qu'il a, peu importe que ce soit les siennes ou pas. Et voilà. Ça fait partie des très bons jeux enfants. C'est canon, ça marche super bien. Qui utilise la mécanique du memory en la twistant un peu, en la rendant plus dynamique. On peut se faire un peu des sales coups parce que autant dire que quand tu piques les plumes des autres, ça râle. Et moi, je sais pas comment, parce que c'est un jeu qui est édité régulièrement. Voilà. Moi, je sais que j'ai une version en plus avec des jolies poules en bois. Super, j'ai du super beau. Le matériel est très très chouette. C'est toujours le cas là dans l'édition Gigamic. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit, c'est un jeu de Klaus Zor, illustré par lui-même et Doris Matthäus. Il y a un tréma sur le deuxième A. Ok. Doris et donc édité chez Gigamic. Ok. Voilà. Alors, moi, je vais te parler de 2 jeux cette fois-ci, qui ont comme point commun d'avoir des mécaniques semblables et qui ont un auteur commun. Je sais de quoi tu vas me parler. Tu sais de quoi je vais te parler. Donc, l'auteur, c'est Asger Harding Granerud. C'est l'auteur de Flamme Rouge et de Hit Pedal to the Metal. Donc, c'est un auteur finlandais. Flamme Rouge, c'était chez Lotapelli et Hit Pedal to the Metal, chez The Wonder. Alors, Flamme Rouge en France, c'est Gigamic. Ah oui, c'est vrai. Mais l'éditeur d'origine, c'est Lotapelli. Tout à fait. Pardon. Surtout que je dois avoir une boîte Gigamic parce que comme j'ai du mal à lire les règles en finnois, donc moi aussi. De fait, voilà. Alors moi, c'est des jeux qui sur les thèmes ne m'attirent absolument pas. Je dois avouer, je déteste le vélo. Tu sais que Flamme Rouge, j'ai mis probablement 1 an et demi avant de l'acheter parce que le thème m'intéressait pas du tout, et j'ai fini par l'essayer. Et c'est tellement canon que je l'ai acheté. Et les courses de vélo ne m'intéressent pas du tout.
J'aime modérément faire du vélo et pour le coup, j'aime bien conduire, mais j'aime bien me conduire moi et les courses automobiles, ça ne m'intéresse pas. Voilà, il faudrait que ce soit moi qui sois au volant, ce qui me paraîtrait assez dangereux. Donc en fait, même si thématiquement on n'est pas forcément attiré et tout, c'est des excellents jeux et bizarrement parce qu'aussi la mécanique a été choisie colle très bien avec le thème. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans des jeux de course classiques. On va devoir avancer sur un parcours. Il faut franchir la ligne d'arrivée. Mais on va jouer avec des cartes et une sorte de mécanique de deck building qui n'est pas vraiment du deck building, mais il y a quand même cette petite notion, notamment dans Flamme Rouge. Selon les avants, on va jouer des cartes de valeur pour avancer. On a 2 coureurs, voilà. Et en fonction de ce qu'on va faire, on va prendre des cartes fatigue. Ouais. Or, les cartes fatigue, c'est des cartes qui vont pourrir ta main. En fait, qui nous permettent d'avancer, mais tout doucement. Mais tout doucement. Et ça restitue bien le fait de, si j'ai fait un énorme effort, derrière, je suis rincé. Derrière, je me prends une fatigue. Donc là encore, un peu comme dans Lièvre et la Tortue, c'est pas celui qui va être tout le temps en avant de la course qui va gagner. C'est pas ça. C'est celui qui va mieux gérer en fait son avancée, le bon moment pour accélérer ou pas. Alors Hit, j'en ai fait qu'une partie, donc j'ai moins les idées claires. Mais dans Hit, en plus, il y a l'idée il faut faire refroidir son... Enfin, il faut pas que ton mot... D'où le titre. Notion mécanique. Voilà, exactement. Tout à fait. Qu'on comprend intuitivement, même si on ne fait pas de course automobile, et qui restitue bien les ambiances. Et en plus, après, Hit, il est magnifiquement illustré par Vincent Dutray, c'est splendide, et qui restitue bien aussi l'ambiance qui était voulue pour le jeu. Vraiment, même si on n'est pas attiré par les thèmes des jeux, mécaniquement et au niveau de la cohérence, thème mécanique, c'est vraiment bluffant. Et on a vraiment ce sentiment de course avec tout ce que ça implique de savoir se ménager, de faire les bons choix stratégiques. Oui, tout à fait. Ce qui, dans notre imaginaire, correspond aussi à ce qu'on voit, même si on n'y connaît rien, on a bien tous vu des courses vélo, etc. On sait bien qu'en réalité, les sprinters, on ne va pas sprinter dès le début de la course. C'est pas comme ça que ça marche, on ne gagnera pas comme ça. Donc on a cette restitution que je trouve assez intéressante. Moi, j'avais trouvé la mécanique vraiment top parce qu'ils intègrent aussi les notions d'aspiration. Donc si tu es derrière un autre coureur... tu bénéficies de sa force et donc tu consommes moins d'énergie etc. Donc c'est vraiment cool. Et sinon j'en profite pour signaler un jeu auquel je n'ai pas joué mais dont on m'a dit que c'était le meilleur jeu de course. C'est Reifenbreite. Voilà. Donc j'ai un ami qui est fan et qui te dira que c'est le meilleur jeu de course. Alors il a la couve et c'est un très vieux jeu. La couve est particulièrement pas belle. Pas dans nos Chacun standards. ses goûts. On va dire pas dans nos standards actuels. J'aimerais beaucoup y jouer parce qu'on m'a vraiment dit que c'était un des meilleurs jeux sur le truc. Et en fait, quand on y réfléchit, des jeux qui parlent de sport, il y en a pas. Non, il y en a pas beaucoup. Il y y en a pas beaucoup. Et qu'ils font. C'est surtout qu'ils le font bien. Voilà. C'est ça le sujet. Blood Bowl, mais bon, je sais pas si Blood Bowl rentre dans les jeux de sport, mais tu vois, c'est vrai que c'est pas. Non, je suis assez d'accord. Je trouve que d'un point de vue, pour revenir à Flamme Rouge, en fait, peut-être que Reifenbreite est meilleur, mais Flamme Rouge fonctionne en fait et c'est un jeu accessible. Donc je pense qu'il coche plein de cases. Ok, cool, merci. Je vais continuer moi avec la course des tortues. Yes. Du Dr Knizia. Excellent jeu. Oui, excellent jeu. Qui est vendu comme un jeu enfant parce que mécaniquement, ça peut se jouer par des enfants. Oui. Je pense que c'est pas du tout un jeu enfant. Pas spécifiquement, en tout cas. Parce que si on joue avec toutes les règles, en fait, on est dans un jeu de bluff, de déplacement, de vacherie, de vacherie. Voilà, puisqu'en fait, on va jouer des cartes avec des valeurs de déplacement positives ou négatives pour faire bouger les tortues. Pourquoi les tortues ? Parce qu'on peut faire déplacer n'importe quelle tortue. Voilà, et on ne sait pas qui a quelle tortue. Exactement, parce qu'au départ, en fait, on a une information sur notre tortue et cette information est secrète. Et évidemment, ça reste secret le plus longtemps possible, si possible. Et donc voilà, l'idée, c'est d'être le premier à atteindre les salades. Et surtout, on peut... Si on a une tortue qui, par exemple, si j'ai tortue rouge et que je passe tortue verte sur le dos de tortue rouge et que j'avance tortue rouge, je fais aussi avancer tortue verte. La tortue verte, exactement. Et ça, ça c'est le cœur du jeu, c'est de bien gérer aussi les empilements et de... tout à fait. De bien gérer les empilements. Et après, hop, au dernier moment, clic, tu fais tortue verte, elle se barre toute seule. C'est ça. Et les autres, ils sont bien écoutés.
Donc voilà, donc on est sur un jeu de déplacement qui fonctionne. Je sais plus de quelle année il est, mais c'est un vieux jeu pour récent, moi. Et je pense qu'on va voir, mais il a inspiré d'autres jeux, hein, clairement. Je pense à un jeu qui, je crois, est dans ta liste. C'est Camel Up. Pour l'empilement, exactement. Et donc, c'est un jeu de 2004. Oui, tu vois, il a plus de 20 ans. Et je pense que c'est aussi une source d'inspiration sur cette idée-là d'utiliser aussi les mouvements des autres. Oui, tout à fait. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé la course des tortues, même si, pareil, au niveau visuel, il n'est pas tout à fait dans les standards actuels, mais... Bon, c'est tellement marrant que... Et puis moi dans ma boîte, j'ai des petites tortues en bois toutes mignonnes. Tout à fait. Donc franchement, ça fait vraiment le boulot. Moi, je vais parler rapidement de Tokaido. Alors, c'est pas... franchement, je sais pas trop quel rapport avec le Monopoly. Là, je pense que je suis partie très loin. C'est le déplacement. Hein. C'est le déplacement sur un parcours. C'est un jeu d'Antoine Boza qui est assez connu. Donc, on relie la route de Tokyo à Tokaido, ou l'inverse, je ne sais jamais. Et en fait, on est des voyageurs et le but, ça va être d'avoir les plus beaux souvenirs. Donc, pour avoir des beaux souvenirs, on va manger, s'arrêter dans des auberges pour manger. On va acheter des souvenirs, on va faire des rencontres sur la route, on va pouvoir aussi passer au temple pour faire des offrandes, etc. Et après, faire des peintures. Je crois qu'on peut. On peut faire des paysages. Sur des paysages. Des paysages et tout. Donc voilà, le mont Fuji et tout. Je dis ça, j'en sais rien du tout. Bon, c'est un jeu. Après, c'est un simple jeu de collection. Oui. C'est pas. Mais en fait, ce qu'il a, c'est qu'il a ce petit côté contemplatif. Il arrive à restituer. Totalement. Le jeu est pas oufissime, mais il arrive à restituer une ambiance contemplative qui est assez agréable. Et je pense que c'est aussi servi par les illustrations de Nayad qui sont absolument magnifiques dans ce jeu et qui sont, je pense, aussi très emblématiques du jeu. Voilà. Après, on peut parler aussi de la mécanique de déplacement qui est sympa parce qu'en fait, elle est totalement libre. Oui, tu t'avances d'autant que tu veux sur la piste. C'est ça. Alors, il y a des étapes obligatoires, donc tu ne peux pas les dépasser, mais si tu as envie dois t'arrêter aux auberges. Exactement. Et c'est toujours le dernier de la file qui rejoue. Voilà, c'est la reprise de la mécanique d'ordre du tour de Thèbes, en fait, où c'est celui qui est le plus en arrière sur la piste qui doit jouer. C'est pour ça que le déplacement est libre, parce qu'effectivement, tu peux vouloir absolument aller au temple. C'est ça, parce que tu veux absolument. Mais après, tous ceux qui sont derrière toi, ils pourront jouer, puis ils pourront, eux, faire toutes les étapes pendant ce temps-là, parce que tu peux pas prendre une étape où il y a quelqu'un qui est déjà placé. Tout à fait. Voilà. Mais c'est pour ça que c'était intéressant, puisque dans la mécanique de Roll and Move, là, on n'a effectivement pas de dés. C'est l'avancée est libre. L'avancée est libre. Voilà. Super. Est-ce que tu connais Ticket Gagnant ? De nom, mais je n'y ai pas joué. Alors, Ticket Gagnant, c'est un jeu de Jean-Christophe Bouvier et Célestine Bouvier, illustré par Philippe Bouvier et Victor Miller-Goza. J'ai cru que tu allais dire Victor Miller-Bouvier, parce que franchement... Alors, attends, non, parce qu'il est édité par Bouvier International, donc c'est visiblement très familial. Alors, Ticket Gagnant, c'est d'abord et avant tout un jeu de paris hippiques. Mais les paris sont pris en fait après que chacun des joueurs ait pris connaissance de ses cartes. Et ces cartes, en fait, ce sont des cartes qui vont permettre les déplacements des chevaux. Et on pourra en fait tourner la carte dans le sens que l'on veut pour faire avancer le cheval ou les chevaux des couleurs indiquées sur la carte dans le sens que l'on veut. Donc évidemment, thématiquement, c'est complètement idiot de se dire qu'un cheval va reculer dans une course, mais en tout cas, on pourra faire reculer les chevaux, on pourra les faire avancer. On beaucoup de courses de chevaux quand même, parce que... cela dit, quand le cheval est mal luné, il peut être amené à faire demi-tour, mais bon, bref. Et donc, l'idée, ça va être ça, en fait, ça va être de réfléchir aux différents déplacements qu'on va pouvoir faire pour que notre pari soit le pari gagnant. Voilà. Donc c'était assez rigolo sur cette mécanique-là aussi. Moi, je vais te parler d'une Madeleine de Proust. Ah, oui. L'île infernale. Mais oui. Fireball Island. Un vieux jeu. Très vieux. Avec presque aussi vieux que nous. Forcément. Moi, j'y ai joué petite, je l'avoue. Donc, un jeu extraordinaire où on est des explorateurs, on doit aller sur une île, récupérer un joyau et se barrer. Sauf qu'il y a une sorte l'idole qui peut nous balancer des boules de feu. Exactement. Voilà. Et donc, dans le jeu, alors, on avançait avec des dés, mais on pouvait aussi jouer des cartes. Donc c'était je me souviens même plus, tu vois. Si, je te le garantis. Ah bah je te crois. Donc on avançait avec les dés.
On pouvait aussi jouer des cartes, par exemple, parce que si tu doublais quelqu'un qui avait récupéré le joyau, tu pouvais lui voler, mais il pouvait te mettre une carte faux joyau, et bam, en fait, tu n'avais pas le joyau. Tu pouvais faire les fameux... Si tu faisais un 1, tu faisais boule de feu. Ouais. Voilà. Et alors, ce jeu, il a été réédité par un Kickstarter, par Restoration Game, donc qui est la boîte, je crois que c'est de Rob Davio. Et alors, vraiment, la réédition est nulle à chier. Ah ouais? Bah ouais, vraiment. Ah, ils ont voulu... Ok, Fireball Island, c'est un roll and move. Et encore, c'est pas un bête roll and move. Enfin, t'avais quand même la possibilité de jouer des cartes, t'avais quand même des trucs comme ça. C'est sûr que le parcours était pas ultra palpitant. Hein. C'était toujours la même chose. Ils ont fait quoi? Ils ont essayé de le moderniser? En fait, ils ont essayé de le rendre plus intéressant. Alors, il y a tout un système de collection de photos. Mais en fait, j'ai envie de te dire, si tu viens chercher une idole et que t'as un joyau et que t'as un mec qui te jette des boules de feu, franchement, je sais pas si t'as vraiment le temps de prendre des photos. Enfin, bon, bref, thématique. Et en fait, c'est nul. Moi, j'ai trouvé la réédition nulle, mais j'étais écœurée. Et j'ai dit, en fait, voilà un cas où un vieux bête jeu des années 80 est 1000 fois mieux. J'ai eu aucune des sensations fun que j'avais enfant en jouant à l'original. Original que j'ai toujours, enfin je ne l'ai pas, c'est mon père qui a jamais voulu me le donner à mon frère. Comme il ne voulait pas trancher entre mon frère et moi, il a jamais voulu le donner à un des deux. Donc en fait, voilà. Bon, alors que sinon je devrais l'avoir chez moi, le vrai jeu d'origine. Tu vois. Pour mémoire, c'est 1986. Ah ouais, c'est l'original. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est exactement ça. Ça devait être Noël 86, tout. Mais je comprends pas. Je comprends pas comment cette réédition a été faite. Ouais. Horrible. Bah écoute, c'est comme ça, il y en a. Un de mes souvenirs d'enfance les plus précieux qui a été bafoué par Rob Davio. Là où une réédition a été, et ça en fait pas un meilleur jeu, mais du coup ils n'ont pas touché à la mécanique d'origine, c'est HeroQuest. Mais je refuse de jouer à la réédition. Parce que j'ai toujours le jeu d'origine et qui a plein de défauts. Ouais. Et ça, c'est incontestable. Mais en fait, je veux pas parce que je pense qu'en fait, c'est ton souvenir qui reste intact. Mais on s'écarte du sujet. Complètement. Moi, je vais parler de Magic Maze. Est-ce que tu as joué à Magic Maze? Oui. Voilà. Le meilleur jeu du monde pour s'engueuler sans se parler. Tout à fait. S'engueuler sans se parler, c'est exactement le sujet. Voilà. Donc, Magic Maze, c'est un jeu coopératif. Donc avec une contrainte principale qui est que nous n'avons pas le droit de parler. L'objectif, c'est un jeu de Casper Lap. Exactement. Casper Lap, illustré par Guillaume et édité chez Sit Down. Dans Magic Maze, donc, on doit aider tous les personnages qui sont sur le plateau, qui sont des personnages de fantasy, à retrouver leur objet fétiche. Donc le nain doit retrouver sa hache dans un centre commercial, exactement. Et vous ne ferez plus jamais vos courses de la même manière maintenant. Ce centre commercial va se dévoiler au fur et à mesure que les pions vont arriver au bord des cases. Mais pour se déplacer, en fait, chaque joueur... Alors, ça va dépendre du nombre de joueurs autour de la table, mais imaginons qu'il y a suffisamment de joueurs. Chaque joueur va pouvoir déplacer tous les personnages, mais dans une seule direction. Donc, si on y jouait tous les deux, je pourrais déplacer, par exemple, en haut et à droite, et toi, tu pourrais aller à gauche et en bas. Et donc, il faut évidemment se coordonner, avoir l'œil sur un peu tout ce qui se passe, pour savoir à quel moment je dois intervenir pour déplacer tel ou tel pion. En sachant que 1, le temps est compté, 2, nous n'avons pas le droit de parler, et 3, pour signaler notre agacement face à quelqu'un qui n'agit pas alors qu'on aimerait bien qu'il agisse, il y a un petit pion en bois rouge que nous allons pouvoir secouer et tapoter devant le joueur en question. Oui. Jusqu'à lui balancer à la tête quand vraiment on n'en pourra plus. Et donc effectivement c'est sujet à crispation potentiellement. Moi je dis clairement c'est un jeu... il est banni chez toi? Ah bah non mais on est personne, je l'ai revendu parce que c'était impossible, ça finissait en pugilat toutes les parties. Déjà je vis pas avec des gens qui aiment les coops. Les jeux à communication limitée, déjà quand on communique c'est compliqué, alors à communication limitée je te raconte pas. Et alors celui-là avec le truc du rouge, franchement je pense que c'était le pion rouge là, c'était pas possible, donc non, c'est impossible, impossible chez moi. Bien, ok. Moi, je vais te parler de Deep Sea Adventure. Ouais. Un jeu de Yun Sasaki et Goro Sasaki chez One Games. Donc c'est un jeu dans lequel on est des scaphandriers et on doit descendre récupérer des trésors, mais on partage la même réserve d'oxygène. Et sauf que donc on va descendre, on a un parcours qui est formé de petites tuiles de trésors, et forcément les trésors les plus rémunérateurs. Sachant que c'est pas coop. Pas du tout, non. Les trésors les plus rémunérateurs
les plus rémunérateurs sont au fond de l'océan. On descend, et à partir du moment où on ramasse des trésors, on fait baisser la réserve d'oxygène. Et on a le droit, à tout moment, de décider de remonter. Ouais. Sauf qu'à chaque fois, les trésors qu'on a récupérés on lance les dés pour avancer. Mais alors déjà, je crois que les dés vont de 1 à 3 en valeur, donc il y a 2 dés. Ouais. Donc c'est très limité. Pas très loin, ouais. Sauf que chaque trésor que tu transportes t'alourdit et donc te déplacer moins vite. Ce qui fait que si tu es trop gourmand, tu peux potentiellement ne plus du tout avancer. Sauf que l'oxygène continue au fur et à mesure à défiler. Et ça se joue en 3 manches, et quand t'es pas remonté, si t'es pas remonté il y en a un qui remonte et les autres remontent pas, ben c'est fini, toi t'as 0 point. Ouais. Et alors là, moi je trouve que c'est vraiment un jeu minimaliste super fort parce qu'il y a du hasard lié au dé, il y a de la stratégie sur savoir quel trésor je prends. Parfois il vaut mieux pas prendre les premiers trésors, il faut essayer d'aller plus bas, à quel moment je remonte pour bien emmerder les autres. Sans compter que tu peux jouer avec des joueurs ou joueuses complètement incontrôlables comme ma fille qui elle te fait un coup improbable alors qu'il y a 0 intérêt et tu te retrouves, t'es tout au fond et tu te dis mais en fait elle a rien récupéré mais tu vas mourir quand même et c'est top quoi, enfin vraiment un jeu extra et en plus on a vraiment là encore tu vois il y a une adéquation quand même parce que le côté du manque d'oxygène tu le perçois physique quand tu lances tes dés, que t'as 2 trésors et que tu fais double 1 et tu fais ah ben en fait là j'avance pas, le petit côté de tu le sens bien passer quoi, donc non un super jeu. Est-ce que tu as joué, alors ils en ont fait une déclinaison vers la Lune je crois dans l'espace? Non, j'ai pas joué. Ok, bon moi non plus, c'était pour savoir si tu avais vu des différences. Ok, je parle ensuite moi de Toucan Do It. Alors figure-toi que c'est fou parce que ce jeu-là, on en a parlé il y a pas très longtemps en me disant que c'était extraordinaire et je n'y ai jamais joué. C'est vrai ? Ouais. Alors moi j'ai fait juste une partie pour découvrir le fonctionnement quand on me l'a présenté. Donc c'est un jeu de Kisling et Kramer. Ouais, c'est un vieux jeu. Hein. Oui. Illustré par Dominique Huffner et en France édité par Gigamic. Oui. Il y a eu des rééditions, je pense. Il date de 2005. Ouais, la première édition. Et je crois que les dernières éditions, ça doit être 2021 ou 2022. Oui, puisque Gigamic l'a réédité il y a pas très longtemps, ça doit être 2022. Ça a l'air canon. Hein. Alors c'est très très bien. L'idée c'est... donc le dé va permettre de savoir de combien de cases on peut avancer. Et en quittant la case sur laquelle on se trouve, si on était seul dessus, on peut prendre la tuile. On peut récupérer la tuile et donc réduire le parcours ou déclencher le pouvoir de la tuile si c'est une tuile avec un pouvoir. Okay. Et dans ces cas-là, là où c'est rigolo, c'est que le pouvoir, on retourne la tuile et donc c'est un autre pouvoir qui est au verso. D'accord. Et donc si on part d'un endroit où il y a potentiellement des joueurs qui peuvent encore arriver, en fait ils auront autre chose comme pouvoir. Il y a des points négatifs et positifs. Il y a des points négatifs et positifs. Aussi. Donc il faut faire attention à où on peut aller, ce qu'on va pouvoir y faire, etc. Et je crois que le titre allemand c'est Verlixt. Il y a un jeu de mots, un peu comme avec Abluxen où il y avait un jeu de mots. En fait, parce qu'en allemand, si j'ai bien compris, ça veut dire râlerie. Ah. Et c'est un sens comme ça, c'est un jeu de mots avec le mot allemand. Et du coup, il paraît que ça restitue très bien l'ambiance autour de la table. Voilà. Et ça, Fred, il est dans ma... Mais j'aimerais presque... Je voudrais vraiment récupérer ce jeu, mais en fait j'ai vu les différentes éditions et j'avoue que je trouve le visuel de l'édition d'origine plus beau que la nouvelle édition. Ce qui est très étrange, c'est que dans la conversation que j'avais eue avec Gigamic, la dernière réédition, l'éditeur original leur a demandé de ne rien toucher au graphisme. Ouais. Donc, je ne sais pas si côté allemand, il y a eu déjà... Enfin, si, il y a probablement déjà eu des modifications, mais en tout cas, on est sur un jeu qui, malheureusement, en plus, c'est pareil, il n'est pas très à jour sur les... Bah moi, je trouve que la boîte d'origine, la boîte de 2005, elle est trop belle. C'est plus sympa et plus rigolo elle a une élégance. Et après, je ne suis pas ultra fan du jeu de mots Toucan Do It. Oui, non. Je sais pas. En fait, à la française, on est toujours sur... Oui, c'est ça. J'ai toujours du mal quand on met des trucs en anglais. Et
pour traduire. Et oui, mais je pense qu'ils ont essayé de restituer le fait qu'il y avait un jeu de mots dans le... Oui, mais du coup, en plus, je vois pas bien... la même chose, non, et puis ça n'a pas vraiment de lien avec le jeu en lui-même. Bref, ok. Bah, moi, à part qu'il y a des toucans, quoi. Moi, je vais passer très rapidement sur quelques jeux. Alors, tu l'as dit, Camel Up, qui est quand même un jeu de parcours. Bon, moi, je suis pas une grande fan du jeu de base. Le matériel est complètement surréaliste. Enfin, cette espèce de pyramide touradée. Qui est une touradée. Enfin, en plastoc, c'est vraiment... Waouh, Et puis, ça ne sert pas à grand-chose. Hein, voilà, donc bref. Donc, c'est des courses de chameaux. On va parier, en fait, sur les chameaux qu'on pense qui vont gagner la course. Sachant qu'ils avancent, effectivement, comme on a dit, avec eux. On peut faire avancer en utilisant les dés qui font tomber de la tour, avec un système d'empilement. Et il y a des chameaux un peu fous qui eux vont faire reculer, peuvent faire reculer les autres chameaux, quoi. Donc beaucoup de hasard. Et alors il a eu le Spiel des Jahres et je crois que quand il l'a eu, personne ne s'y attendait vraiment, il me semble. Non, alors c'est très bizarre parce qu'en plus qui l'avait contre lui cette année-là, c'est quoi, 2015 c'est une bonne question. C'est pas l'année de où il y avait Splendor, un truc comme ça, je sais plus. Peut-être. Bon. Mais bon, enfin en l'occurrence, effectivement, il l'a eu alors tu que... Tu feras un insert pour dire toutes les conneries que j'ai racontées. Tout à fait. Donc c'est 2014 la sortie. Il a eu le Spiel en 2014. Ah, voilà. J'étais à un an près, ouf. Et peut-être que c'était en même temps que Qui Splendor. y avait-il? On ne sait pas. Non, là j'ai pas les infos. Bon, c'est pas grave. Je le mettrai effectivement. Tu vois, comme ça, je te fais faire du boulot comme ça pour le montage. T'as raison. Mais oui, voilà. Et ce qui est très étonnant en plus, c'est que ce jeu qui a eu un prix, on en fera probablement une émission quand on parlera de 2014, mais il a complètement disparu. Il a été réédité. Ils en ont sorti, je sais pas, très peu de boîtes. Et de nouveau, ça a disparu. Ils en ont fait pas désagréable, mais non, c'est plutôt c'est pas désagréable, mais faire, c'est pas non plus exceptionnel. Enfin. Ouais, il y a Escargot Préparté que j'avais écrit dans la liste, la course des escargots au début, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, je savais vraiment pas être bien. Donc Escargot Préparté, c'est un jeu de Wilfried et Marie Faure chez ABBA où on a des escargots qu'on va faire avancer. Là encore, c'est un peu comme la course des tortues, on a des couleurs secrètes, et on va devoir faire avancer nos escargots à nous pour marquer le plus de points en fonction de ce qu'on a sur nos cartes, avec des dés, et selon les dés, je choisis, et là, il y a les dés sont de couleurs, et il y a les valeurs forcément, et ont des couleurs, et selon la face qui tombe, je vais choisir soit la valeur, soit la couleur. C'est celui-là où ils ont joué avec la boîte. Voilà, et c'est ça qui est c'est aimanté, machin, tout ça. Quand tu joues avec des enfants, c'est ouf parce que effectivement tout le parcours des escargots se retrouve sur la boîte métallique. Et ça c'est une idée matérielle juste canon. C'est tout simple, mais c'est vraiment top. Après il y avait Luxor, mais alors j'en ai un souvenir ultra lointain parce que je n'y ai joué qu'une fois il y a au moins trop longtemps. Quand il est sorti en fait, où c'est un jeu de parcours dans un temple, comme son nom l'indique, Luxor, un temple égyptien, où on va avoir la particularité de jouer nos cartes avec, tu sais, cette contrainte qu'on ne peut pas changer les cartes d'ordre dans notre main. D'accord. Et je crois qu'on doit jouer toujours les cartes qui sont aux extrémités. Ouais, il y a un système comme ça. Et franchement, le jeu, alors il avait été dans la sélection du Spiel ou du Kenner Spiel, je sais plus. Et franchement, le jeu était vraiment bien. Et tu vois, ça, c'est un jeu, je trouve qu'il a on n'en parle plus beaucoup, mais alors qu'il était vraiment très très cool. D'accord. J'aimerais bien rejouer, tiens. Cool. 2018, oui, en plus, c'est assez récent. Donc, bah oui, je sais pas qui est l'auteur, je me souviens plus. Queen Games, et c'est Rudiger Dorn. Ah bah oui, en plus. Un petit jeune. Hein. Ouais, un inconnu notoire. Mais oui, non, mais carrément, ouais. Et donc, il a été nommé au Spiel en 2018. Au Spiel ou au Kenner? Au Spiel. Ok. Et ouais, franchement, c'était vachement bien. Et là, tu vois, en refaisant les listes, je me suis dit, ah, mais j'y rejouerais trop. Peut-être que je vais le mettre dans ma wishlist au cas où. Moi, je vais rajouter Parks aussi. Oh, c'est pas bien, Parks. De Henri Audubon. Il a quand même un truc très bien, c'est qu'il est magnifiquement illustré. Il paraît qu'il va être réédité, mais qu'ils ont perdu les droits des illustrations originelles. Non, c'est vrai que c'était splendide et le jeu était hyper bien édité. Ouais. Donc les illustrations, en fait, c'est une initiative une initiative américaine d'illustrateurs, je crois, qui s'appelle le 59 Parks Print Series. Et donc ils ont regroupé plein d'illustrateurs pour mettre en avant les parcs nationaux américains. Les illustrations sont sublimes. Enfin, le jeu est magnifique. Oui, il est très bien édité. Après, édité par Matago en France. C'est pas désagréable à jouer.
Sauf que après 2 parties, oui, voilà, on a fait le tour. Ouais, t'as fait le tour. Donc c'est pas ultra palpitant, quoi. Le déplacement est un prétexte pour récupérer des ressources, et ces ressources vont nous permettre de visiter des parcs et donc en fait d'acheter des cartes correspondant aux parcs nationaux. C'est un bon jeu promotionnel pour les parcs américains. Non, mais complètement. Et vraiment, si tu le vois sous cet angle-là, bon, ça fait le taf. Tout à fait. Enfin, moi, je le redis encore une fois, les cartes sont. Non, mais ça, il y a pas. Et l'édition est très belle et très soignée. Y a pas alors après, c'est vrai que c'était aussi un jeu qui était dans cette édition-là très cher. Oui, c'est vrai. Mais parce que aussi magnifiquement édité. On est sur tous les pions sont en bois. Les pions Joker, qui sont en fait des petits animaux, sont tous uniques. On a plein de petits animaux uniques. Enfin bon, bref, c'est un jeu magnifique avec une portée ludique assez plus limitée. Exactement. On a fait le tour ? Je crois qu'on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. On a de belles propositions. On a vachement triché par rapport au Monopoly. Oui, totalement. Mais c'est pas grave. En même temps, on fait un peu ce qu'on veut. Ça tombe bien, c'est mon émission. C'est ton émission. On fait ce qu'on veut. Tant que tu me laisses faire, moi je considère que j'ai le droit. Donc à partir de là, écoute. Et donc voilà. Mais encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir regardés. Les trucs habituels, abonnement, machin, tout ça. Et on se revoit pour la prochaine. À bientôt. Salut. Salut.